Salut! On est rendu au dernier cours sur les grands changements au début du 20e siècle. Ce dernier cours est concentré sur la colonisation des nouvelles régions. C'est comme si on faisait un bond par en arrière, alors que le reste du Québec évolue à grande vitesse. On va aller ouvrir des nouvelles régions où on va recommencer la colonisation depuis le début. C'est spécial, hein? Regarde la maison en bois rond. Et pourtant, on est en 1900. C'est qu'en fait, ces gens vont partir de la ville ou de campagne et ils vont aller ouvrir des nouvelles régions, des espaces au Québec qui n'étaient pas encore ouverts à la colonisation. Donc, quand ils vont arriver dans ces régions-là, ben, tout est à faire. Il faut défricher la terre, il faut construire notre première maison, il faut... écoute, tout est à refaire. C'est comme si on se retrouvait au début de la Nouvelle-France. La différence, c'est que maintenant, ce ne sont plus des seigneuries. Il n'y a plus de seigneurs à qui on doit des redevances. On achète une terre et on en est propriétaire tout de suite. Donc, tu vois, la première maison qu'on construit quand on arrive sur une terre, hein, en un été, il faut construire notre première maison et c'est souvent une maison en bois rond, comme celle-là. On se sert des troncs d'arbres qu'on met à la terre en défrichant notre terre pour construire notre première maison. Donc, la première maison, elle est souvent sur la terre battue, elle n'a qu'une seule grande pièce, puis, ben, c'est ça, c'est difficile les premières années quand on arrive quelque part. Alors ici, tu vois une famille avec les parents, les enfants, et ça demandait extrêmement de courage pour affronter cette réalité-là. Les nouvelles régions qui ont été ouvertes au Québec à cette époque-là sont principalement le lac Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on connaît, c'est au nord du Québec, là. Tu le vois sur l'image. Ce qui est en beige pâle, là, c'est ça, les nouvelles régions partout au Québec qu'on va coloniser. Donc, celles qui ont le plus été agrandies durant les années 1900, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les pays d'en haut, qu'on appelait comme ça, et qui sont devenus les Laurentides. C'est comme ça qu'on les a appelés par après, mais au début, on appelait ça les pays d'en haut parce que c'était dans les montagnes. Et ceux qui sont allés s'établir dans les pays d'en haut, je vais te dire qu'ils en ont arraché, hein. Ça a été très, très, très difficile parce que c'était très montagneux et contrairement à la vallée du Saint-Laurent, les terres étaient pleines de roches. C'était difficile de faire de l'agriculture dans ce coin-là. Et un peu plus à gauche, là, au-dessus de l'Ontario, c'est l'Abitibi qui est dans ce coin-là. Donc là aussi, on a ouvert des nouvelles régions et là aussi, ça a été extrêmement difficile parce qu'en Abitibi, le climat il est très aride. L'hiver, il fait vraiment froid. Puis au printemps, il y a plein de mouches qui piquent là, les bébites. C'est très difficile. Bref, les nouvelles régions, c'est tout un contrat. Celui qui a permis ça, l'ouverture de nouvelles régions, c'est Honoré Mercier. Je t'en ai déjà parlé d'Honoré Mercier. Honoré Mercier a été le premier ministre du Québec de 1887 à 1891, donc avant les années 1900. C'est lui qui a fait construire les chemins de fer pour permettre la colonisation. Ça a été son gros dossier, ça, la colonisation de nouvelles régions. Il faut agrandir le Québec. On n'a pas le choix parce que les terres qui sont sur le long du fleuve Saint-Laurent. Ce sont les grandes seigneuries qui existent depuis les années 1600. Et toutes les terres au long du Saint-Laurent sont occupées. Il n'y a plus de place. Si tu as une ferme sur le bord du Saint-Laurent puis que tu as des enfants, ben le plus vieux peut prendre ta suite, il va hériter de ta terre, mais tous les autres enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas s'ouvrir une terre à côté, tout est plein. Donc, ceux qui aiment cultiver vont profiter de l'offre de Honoré Mercier où ils vont aller dans les nouvelles régions pour coloniser les nouvelles régions et avoir leur propre terre, fonder des nouveaux villages et puis tout organiser une vie ailleurs au Québec. Donc, la photo de la raille que tu vois là, ça fait partie des grandes décisions d'Honoré Mercier. Il en a construit pour se rendre dans toutes les nouvelles régions. Donc, les gens qui arrivaient en région
pour s'établir, prenaient le train pour s'y rendre. Il y avait plus de rails de train construites que de chemins pour s'y rendre à cheval, pour se rendre dans les régions éloignées. C'est donc par train qu'on faisait tout ça. Ici, c'est une affiche, là, l'eau à bâtir et à vendre. Ça, c'est à Amos, c'est en Abitibi, ça. Et puis, il y avait de la publicité comme ça, là, où on disait, venez vous installer chez nous, les terrains sont pas chers. Puis, on veut construire des villages, on veut créer une vie sociale ici en Abitibi. Fallait le faire, hein? Quitter tout ce qu'on avait pour partir vers l'inconnu comme ça, parce qu'on avait le goût d'avoir sa propre terre. Et là, ben, c'est des paysages qui reviennent, qui avaient déjà existé avant, mais qui reviennent parce qu'on recommence à coloniser. Donc, il faut défricher sa terre, construire notre maison. La première est en bois, c'est sûr. Et puis, ben, c'est ça. Tu vois, il y a Drummondville aussi qui date des années 1900, qui a été construite, celle-là plus proche des grands centres. Donc, elle est devenue une ville industrielle rapidement, Drummondville, contrairement aux autres villages là, éloignés. Donc, c'est des constructions qu'on a érigées dans les nouvelles régions. Et naturellement, ben, comme dans l'ancien temps, l'hiver, les gars, dans les nouvelles régions, ben, ils allaient bûcher du bois, des camps de bûcherons. Il y en avait plein, 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 plein dans les nouvelles régions. C'est sûr, ça n'avait jamais été touché, ces endroits-là. Donc, des forêts, là, il y en avait à perfusion. Il y en avait partout, pas à perfusion, à profusion. Perfusion, excuse-moi. Ça, c'est une piqûre. C'est pas du tout la même chose. À profusion. OK. Donc t'as les colons canadiens-français qui vont s'établir dans des régions où vivent encore des Amérindiens. Donc, on les côtoie, puis on organise des villages à côté des réserves amérindiennes qui existent déjà. C'est le cas à beaucoup d'endroits, là, notamment en Abitibi. Il y a beaucoup de réserves amérindiennes encore aujourd'hui, près de Val-d'Or, entre autres, près de Maniwaki, il y en a plein. Donc, les Amérindiens vivaient beaucoup dans ces endroits-là. On continue à faire de la drave. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on en a largement parlé déjà. Et puis, ben c'est ça. Ça y est, quand on a défriché, ben, on peut commencer à faire notre agriculture. Normandin, c'est quelque part au lac Saint-Jean, je crois. Et puis ici, ben, il faut défricher la terre, comme je te disais. Et c'est très difficile de défricher la terre parce que les arbres ils n'ont jamais été coupés, donc les forêts sont assez denses, assez épaisses. Donc, des arbres, il y en a beaucoup, beaucoup au pied carré. Puis, ce qu'il y a de plus difficile une fois que la terre est défrichée, c'est pas, c'est pas de couper les arbres, en fait, qui est le plus difficile, c'est de dessoucher le terrain. Là, ce que tu vois en arrière, là, des gens qui tirent quelque chose, là, c'est pour arracher les herbes et pour semer des grains. Donc, on va essayer les premières années de cultiver entre les souches, mais c'est pas facile de cultiver entre les souches. Idéalement, il faut que le terrain soit complètement vide, plus de souches. Mais c'est compliqué à arracher une souche parce que l'arbre, il est presque aussi grand sous la terre qu'au-dessus de la terre. Donc, les souches sont ancrées là, profondément dans la terre. Donc, ça prend des gros muscles pour dessoucher et idéalement, ça nous prend des chevaux ou des bœufs. On va, avec la hache, couper les racines à la base de la terre, puis on va accrocher des gros crochets au bout de grosses chaînes attachées après un cheval ou un bœuf, puis on va faire tirer le cheval de toutes ses forces pour arracher la souche. Ça va faire un gros crunch. Puis les souches après, ben ça, on va les faire brûler directement sur le terrain. Donc ça, tu vois que c'est un terrain qui vient d'être dessouché. C'est très, très long à faire. Ça prend beaucoup de patience. Ce sont des souches qui brûlent comme ça. On va discuter maintenant. Ça, c'est un village qui a été construit dans les nouvelles régions. Pourquoi tu penses qu'ils ont construit les maisons aussi près de la rue? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, à l'époque, comme tu le vois, pour pouvoir éviter de marcher dans la boue, parce que comme c'est un nouveau village,
les rues sont pas encore très bien drainées. On n'a pas encore creusé de caniveau, par exemple, pour faire circuler l'eau quand il pleut, si bien que l'eau va s'accumuler comme ça dans les rues. La boue, ça fait partie de notre vie dans ce temps-là. Pour éviter de marcher dans la boue et de salir toute la maison, on va construire des trottoirs en bois. Donc, pour que quand on sort de la maison, on n'ait pas à marcher dans la boue pour atteindre la rue, on va construire les maisons collées sur la rue. Et quand on sort de la maison, on descend les escaliers et on tombe directement sur le trottoir. On évite de cette façon-là de salir nos bottes, de salir le bas des robes, parce que les femmes ont des grandes jupes dans ce temps-là. C'est carrément pour ça que les maisons sont si près de la rue. Quand tu visites aujourd'hui un vieux village qui date de la colonisation, tu remarques que les maisons les plus anciennes sont collées sur le trottoir. Tu sais maintenant pourquoi. On te demande aussi à gauche dans la boîte orangée, on te dit pourquoi la chaussée est si boueuse. Je te l'ai dit, c'est à cause de l'évacuation des eaux qui n'est pas encore réglée, là. Comment on va niveler la rue, creuser des caniveaux pour que l'eau circule et qu'on puisse s'en débarrasser. S'il y a moindrement un trou, c'est sûr qu'avec la pluie, l'eau se ramasse là, puis c'est difficile de s'en débarrasser. Tu remarques aussi qu'il n'y a pas d'asphalte à cette époque-là. On est directement sur la terre. Ça a été quand même assez long avant que l'asphalte soit faite. Puis ici au Québec, on ne mettait pas de pavé, contrairement dans le vieux Québec, dans le vieux Montréal, il y avait du pavé, c'est des pierres. On faisait des routes en pierre. Dans les villages, on n'avait pas le temps de faire ça. On n'avait même pas le temps de prendre les pierres pour mettre après nos maisons. Fait que, on était encore dans des maisons en bois, tu comprendras que la pierre, on n'est pas rendu à ce luxe-là encore. Je te demande en quelle saison a été prise cette photo. Essaie d'observer, avec tes yeux de lynx, des indices. Bon. Premier indice que moi je vois une clôture avec un terrain à côté, là, près du trottoir, en face de nous. Ça semble être un jardin ou un terrain. C'est boueux, il n'y a rien en fleurs, il n'y a rien qui pousse. Donc, c'est soit à l'automne, soit au printemps. Mais je vois pas de feuilles mortes qui traînent partout. C'est probablement pas l'automne. Puis au fond, tout au fond, je vois des arbres avec aucune feuille dessus. Donc, j'imagine qu'on est au printemps. Puis j'ai la confirmation qu'on est sans doute au printemps parce qu'il y a plein d'eau dans la rue. Quand la neige fond, l'eau s'accumule dans la rue. Puis quand on n'a rien pour l'évacuer, l'eau monte. Donc on est probablement au printemps. Ouais. Et quelles sont les preuves que cette photo provient du début du 20e siècle et non pas avant? Ah ben il y en a une grosse preuve, hein? C'est les poteaux d'électricité. C'est sûr. Surtout si on est dans un nouveau village, là, ça a été long avant que l'électricité arrive dans les villages. Alors, c'est l'électricité qui fait ça. Et les trottoirs en bois existent depuis les années 1700 au Québec. Ça fait longtemps qu'on construit de cette façon-là les maisons au bord des routes. Les trottoirs existaient déjà. On a aussi j'ai une autre preuve aussi qu'on est en 1900 et non en 1800. Si tu regardes le magasin à droite complètement, il y a des vitrines. Est-ce que ça existait, ça, des vitrines avant les années 1900? Non. Hein, on avait juste des petits carreaux aux fenêtres. Donc, la preuve qu'on est plus moderne, c'est qu'il y a des grandes fenêtres dans les bâtisses. Et là, c'est ça. La vie de village, se fait elle aussi, même si on est dans les régions éloignées. Des villages comme Roberval, aujourd'hui c'est rendu une ville, mais ça a commencé par être un village, et on s'organise. Il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu habiter à Roberval, puis que lui s'est spécialisé dans l'élevage de poules pour faire des œufs. On appelle ça un couvoir, et puis les œufs, il pouvait les revendre après ça aux paysans ou aux gens du village. Et il y a des rangs, il va y avoir des maisons de ferme, et puis il va y avoir un village. Et autour de ce village-là vont se concentrer plusieurs rangs, plusieurs fermes, plusieurs terres. Pareil comme ailleurs. Et dans ces villages, comme partout ailleurs, il va y avoir aussi l'école de rang, où il y a une seule enseignante pour tous les élèves entre 6 et 11 ans.
Et ça dit, sais-tu en moyenne jusqu'à quel âge les enfants fréquentent l'école de rang? En moyenne, c'est à peu près 10 ans. Les filles de Caleb, hein, qu'on a vues ensemble en classe quand on parlait justement de la vie à la campagne, c'est juste pour te rappeler que ben, c'est un peu ça, la vie au temps des filles des Caleb. Le magasin général dans le village où on retrouve tous les objets, comme on en a déjà parlé. C'est pour ça que là, rendu au 10e, tout finit par se répéter. Je ne reviendrai pas longtemps là-dessus non plus, là. Mais je te fais remarquer par contre qu'il y a plein de chapeaux à vendre. Puis ce qu'on voit en dessous, ça m'a l'air être soit des pantalons ou je sais pas trop. Hmm. Et cette photo où on voit un homme avec sa bicyclette. Et la question c'est, prouver qu'il s'agit d'une photo prise au 29e siècle, au 20e siècle et non au 19e siècle. Ben, qu'est-ce que tu vois? Je te laisse observer. Hmm. Peut-être que tu m'as dit, ah, je le sais, le gars, il a des beaux habits. Ben non, ça existait avant, des beaux habits. Le dimanche, hein, souviens-toi, là, on se mettait beau pour aller à la messe, ça existait. Ah, madame, je le sais, il y a un trottoir. Ben non, le trottoir de bois, ça existait avant le 20e siècle. De quoi on est certain? Ah, je vois, madame, dans la fenêtre, il y a le reflet d'un poteau électrique. Oui, bonne réponse. Ah, il y a des grandes fenêtres, madame, des vitrines. Ça veut donc dire qu'on est au 20e siècle. C'est vrai aussi. Peut-être que tu pourrais me dire, il y a un magasin général en arrière. Mais non. Dans les années 1800, les magasins généraux existaient déjà. La dernière preuve que ceci est bien une photo du 20e siècle, c'est la bicyclette. Regarde l'évolution de la bicyclette. Dans les années 1800, les bicyclettes avaient des roues disproportionnées. En fait, les premières machines que tu vois, là, les 3 premières machines, on appelait ça plus des machines à courir. C'est spécial, hein? Il n'y avait pas vraiment de pédales. Puis les pédales, ben, ça ressemblait plus à tu faisais de la course que d'autres choses. Dans la première, là, c'est les 2 pieds qui étaient à terre. Mais ça avançait quand même plus vite. C'était moins essoufflant que de courir. Parce que quand tu poussais avec tes pieds, au moins tu avais l'élan des roues qui te propulsaient. C'était quand même intelligent. Et tout ça, ça venait des plans que Léonard de Vinci avait fait. On s'est inspiré du travail de Vinci pour inventer la bicyclette. Et tu vois, c'est dans les années 1900 que la bicyclette, ben on est à la fin des années 1800, que la bicyclette à 2 roues, 2 roues là, de même grosseur, ont été commercialisées. Celui de 1871, là, on l'appelait ça le bicycle 2 roues, puis ça prenait un petit banc pour monter là-dessus. C'est un peu bizarre comme idée de faire un truc comme ça. Si tu prends une roche puis que tu tombes sur le côté, tu dois te faire mal. En tout cas, c'est ça. Tu vois, ça, c'est. Il y en avait à Montréal de ça. Le bicycle à gauche et puis la bicyclette. Et, c'est un diminutif, hein? Tu te souviens? C'est un suffixe, c'est un diminutif, ça veut dire petit, comme fille, fillette. Ici, à gauche, tu as le bicycle qui est gros, puis à côté, plus petit, tu as la bicyclette. Et on est resté avec la bicyclette. Voilà, donc on est rendu à la classe inversée. Tu vas écouter la vidéo. Ben, Honoré Mercier, là, tu vas écouter cette vidéo-là, puis ensuite tu vas répondre aux questions dans le Forms. Puis pour accéder aux Forms, à partir du slide, ben, tu cliques sur la machine à courir qu'il y a là, puis tu vas accéder directement aux Forms. Donc, tu as une partie sur Honoré Mercier, puis l'autre partie, les questions sont posées en fonction du cours que je viens de te donner. Alors, c'est terminé pour les changements du 20e siècle. Au prochain cours, on aborde la Belle Époque, qui est le point de départ, si on veut, de la Première Guerre mondiale. Alors, je te dis à bientôt, et puis on se revoit. Bye bye!